Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter pour cette toute première édition des podcasts de Bidiable. On avait vraiment toute l'équipe vraiment envie de vous proposer autre chose que des articles. Enfin, quand il y en a. En fait, il faut dire que ça nous démangeait depuis pas mal de temps, mais c'est aujourd'hui que le projet se concrétise pour la première fois. Alors pour commencer, on va déjà vous expliquer comment ça va se dérouler. Après une petite présentation de l'équipe et leur coup de gueule et coup de cœur, nous allons débattre à notre manière d'un sujet d'actualité ou pas, mais ce qui concernera toujours de près ou de loin l'équipe de Belgique. Et on terminera l'émission en vous parlant de ce qui se passe chez Bidiable, ce que vous risquez de voir débarquer dans les prochains jours, semaines sur le site. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Guillaume. Bonjour. Et Pierre. Bonjour à tous. Alors, on va commencer aussi par se présenter un petit peu. Je laisse Guillaume la parole. Moi, donc je suis à la base à l'initiative du projet Bidiable. Je bosse en parallèle pour Sport Foot Magazine, pour le site de l'ADH. Je suis un grand fan de foot italien particulièrement, et de l'Inter encore plus en particulier, et évidemment des Diables Rouges. C'est très très bien. Et Pierre, un peu, tu peux nous parler de ton parcours et tout ça ? Bah écoute, moi j'ai su aussi aller au début de Bidiable. Donc voilà, je suis un grand amateur de sport en général, de foot en particulier et de cyclisme aussi. Bon, moi j'aime beaucoup le FC Barcelone. Pourtant, je suis pas un footix parce que j'aimais le Barça bien avant la période dorée. Donc voilà, sinon pour le moment je travaille pour la DH et je suis à la recherche d'un autre travail. Donc voilà très bien. Un peu pour moi. Il paraît que t'aimes bien le standard aussi, non ? Ouais, en tant que liégeois, il faut bien aimer le standard tout en restant objectif. Mais d'ailleurs, ça sera mon coup de cœur, coup de gueule de tantôt. Un petit clin d'œil déjà pour l'émission. Sinon, un rouge un jour, rouge toujours, quand même un peu. c'est cool. Bon, et moi je me présente, Nicolas. Je serai celui chargé de parler et de commenter, d'animer les podcasts, enfin en tout cas au départ, si ça marche, si ça vous plaît. Et puis mon parcours, pareil, un des instigateurs du projet Bidiable. Et je suis toujours à la recherche d'un emploi. D'ailleurs, si quelqu'un a quelque chose, je suis prêt, je suis là. Tout le monde fait sa petite promo. Tout le monde fait sa petite promo. Et puis, écoutez, c'est parti. On va démarrer avec les coups de cœur, coups de gueule de la rédaction pour ce premier podcast. Belgique, je t'aime. Belgique, je t'adore. Alors, on va démarrer avec Pierre. Il paraît que tu es contre Carcela ou un truc du genre, c'est ça ? Bon, pas vraiment contre Carcela. Ce que je lui reproche, c'est sa réaction. C'est quand même pas la première fois. On a vu en Champions League quand il jouait. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qui s'est passé ? On a vu ce week-end Reutings faire une grosse faute sur Carcela. Il ne prend que la jaune et Carcela qui s'énerve un peu et qui lui met une claque et qui se prend une rouge. Bon, après, quand on voit la faute, on se rend bien compte que l'arbitre n'a pas le match en main. Et que la réaction de Carcela n'est peut-être pas la meilleure, mais bon, est-ce qu'à sa place on n'aurait pas réagi comme lui ? Faut remettre dans le contexte un peu tout le match, quoi. Moi, à la limite, mon coup de gueule en fait, c'est que il y a une règle dans le foot qui existe qui dit que quand l'arbitre donne une carte, avant que la phase suivante recommence, l'arbitre peut changer la carte ou peut choisir de mettre la rouge ou finalement d'enlever la carte. Donc je pense que l'arbitre, pour moi, aurait dû aller directement vers Carcela. Et ou voir que finalement il savait pas se relever et peut-être changer sa carte, ça aurait peut-être pas été comme ça, quoi. Ou alors Reutings, on voit que depuis 2-3 semaines il est pas au top avec les autres joueurs. Je pense pas que c'est un sale joueur comme on le qualifie dans les médias, mais je pense qu'il est pas en train de se faire une bonne image et donc voilà, quoi. Bon, c'est un peu mon coup de gueule. J'ai regardé le match OHL Standard. Pour moi, on n'a pas assisté à un match de foot. Il n'y a rien eu, pas d'occasion. Le Standard inexistant. Or, je suis Standardman, comme tu l'as bien dit. Et HL a bouché les trous, quoi. Et à 10 contre 10, j'ai pas du tout assisté à un match de foot, quoi. Et tu penses que c'était un bon choix pour le Standard de ramener Carcela ? Écoute, Carcela de son époque où il était très bon que le Standard était exceptionnel. Enfin, moi je le trouvais vraiment topissime. Il a perdu 1 an avec sa blessure, Chris Mavinga, lors du match Standard Genk Standard, pardon, excusez-moi. Et ici, s'il revient bien à niveau, on voit quand même qu'il commence tout doucement à apporter un petit plus au Standard. Donc à partir du moment où il commencera à mettre des buts et des assists, le danger vient notamment de lui d'un de ses côtés, quoi, avec Mpoku et vainqueur. Donc oui, pour moi, je pense que c'est une bonne idée de l'avoir ramené.
Ok. Et en coup de cœur, tu en as un? Bah oui, coup de cœur, on en parlera un peu plus bas, hein, c'est dans les dossiers qui vont arriver. J'ai été voir un petit jeune de 17 ans qui joue en sélection. Un petit indice, pour le moment, il est à Monaco et il est prêté par le champion sortant de l'équipe du championnat de Belgique. Donc voilà. Bah d'accord, attends, c'est très bien, t'as bien teasé, on en reparlera après alors. Et alors Guillaume, toi, c'est Proto en coup de cœur, si je me trompe? Oui, c'est tout à fait ça. Silvio Proto, parce que à force d'arrêter les pénaltys de ses équipiers à l'entraînement ou de les voir shotter au-dessus, il a visiblement pris confiance, puisque maintenant, il se permet d'arrêter 2 pénaltys en Ligue des Champions, avec un arbitrage hier contre l'Olympiakos qui était de l'arbitrage à domicile dans toute sa splendeur, si on peut dire, même si la carte rouge de Kouyaté, il fait une faute de main en plongeant comme un gardien, c'est un peu incontestable, mais je pense que l'arbitre avait un peu forcé sur le tir-taki avant le match. Mais il faut souligner quand même que Silvio, avant de prendre la rouge, il fait quand même un terrible match. Il fait quelques gros arrêts parce qu'Anderlecht a été inexistant. Et franchement, chapeau à lui pour ça. Et je pense toujours que quand on voit les prestations vraiment pas terribles de Castells en Allemagne, un bon Proto en 3e gardien, s'il accepte ce rôle de 3e gardien au mondial, ça vaudrait mieux parce que on sait jamais ce qui peut arriver. 2 blessures, ça arrive très vite. Et si on se retrouve avec Castells dans les buts, je serais quand même pas super sûr, quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Mitrovic pour le penalty, tiens? Écoute, il choisit le bon côté. Je pense qu'il plonge pas mal. Hein. Je crois que ce penalty-là, Proto ne l'aurait pas eu parce qu'il est imparable, il est magnifiquement bien shoté. Donc, et puis il a une belle dégaine dans le maillot de Proto. Il était un peu serré, mais ça lui allait pas mal. Est-ce que tu penses que Proto peut être dans l'équipe type de la dernière journée de Champions League, par exemple? Oui, je pense qu'il y a moyen, parce que j'ai un peu regardé les autres matchs, j'ai pas vu un gardien qui est vraiment sorti du lot. Il faut voir ce qui va se passer ce soir, mais ce serait une belle récompense pour lui, parce que c'est un des seuls Anderlechtois. Bon, il a pas su jouer beaucoup de la campagne, mais c'est un des seuls Anderlechtois qui est au niveau de la Ligue des Champions. Ok. Et alors en coup de gueule, toi, c'était Fellaini. Tu vas pas te faire que des amis, Fellaini, toi. parce que les lecteurs de Bidiable le savent bien, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais c'est triste de le voir sur le banc à Manchester. Je pense que c'est une erreur de casting de Manchester. Une erreur de casting à 40 millions, ça fait quand même mal. Quand on voit qu'en allongeant 5 ou 10 millions en plus, Manchester aurait pu se retrouver avec Özil ou avec Fabregas. Maintenant, il se retrouve avec un type qui est censé non seulement récupérer, mais aussi faire le jeu dans le 4-4-2. Et Fellaini sait récupérer des ballons, mais Fellaini ne sait pas faire le jeu. Et du coup, il se retrouve sur le banc avec des pseudo-blessures, et c'est Phil Jones qui se met à jouer au milieu de terrain. Phil Jones qui est encore moins capable de faire une passe que Fellaini. Mais c'est lui qui a marqué hier pour Manchester contre le Shakhtar. Donc, ça se passe mal pour Marwan, et j'ai peur que ça n'aille pas en s'améliorant, à part si David Moyes change de système. Mais j'en suis loin d'en être sûr. Pour toi, il va partir en janvier, ou il va encore un peu attendre? Non, je pense pas. Il va rester, il doit rester, parce que, Manchester peut pas se permettre de baquer dès janvier un transfert à 40 millions. Mais je pense qu'il va falloir qu'il change quelque chose à Manchester. Le problème étant qu'il reste dans la tradition Ferguson avec son 4-4-2 qui ne fonctionnait déjà l'année passée et les années précédentes que parce que Rooney courait comme un attaquant à un milieu de terrain offensif et un milieu de terrain défensif en même temps. Et cette année-ci, Rooney a décidé de courir seulement comme un attaquant, et donc Manchester se fait bouffer dans tous les matchs dans l'entrejeu. J'ai vu le match ce week-end contre Newcastle, et Cabaye dans l'entrejeu, c'est le genre de joueur qu'il faudrait à Manchester, tout simplement. Plus qu'un Fellaini. Cabaye, il va peut-être partir au PSG. C'est ce qu'on dit. Mais manifestement, pour revenir un peu à Fellaini, j'avais quand même vu son interview au début de saison, et il disait qu'il avait eu des offres, notamment, il le dit pas, mais il ne s'en cache pas non plus, de Chelsea et d'Arsenal, donc c'est qu'il a quand même des qualités. Oui, certainement, mais moi je pense que le problème c'est qu'il est mal utilisé. On lui demande de faire ce qu'il ne sait pas faire. À partir du moment où Fellaini doit commencer à faire des passes à plus de 20 mètres, c'est pas du tout son point fort, on le sait bien. Et Fellaini, il y a le mental aussi. Ouais, ça je pense que oui. C'est un guerrier quand il est sur le terrain. On voit quand il a le duel près de lui, il y va franchement, il lâche rien. Je pense que en 6, avec un mec à côté de lui, parce qu'il n'a pas la discipline suffisante pour assurer seul en 6, il peut être très très fort. Et donc dans un 4-2-3-1, pour moi Manchester, avec le dispositif qu'ils ont, ils doivent clairement, parce qu'ils ont un Kagawa par exemple qu'ils n'utilisent pas non plus, où ils le balancent sur le flanc là où il sert à rien. Donc je pense que Moyes il doit se remettre en question et changer de système. Je pense que Rooney doit partir, parce que Rooney veut partir, et donc il se donne plus à 100% malgré tout, ça se voit. Il a toujours la même envie offensive mais pas la même envie défensive. Et je crois que Manchester doit penser à se renouveler. Ferguson est parti. À un moment, il faut savoir tourner une page, même si c'était une page importante, quoi. Ok.
Bon, bah c'était bien les gars. Alors moi je vais terminer ce coup de gueule, coup de cœur. Très simple, hein, histoire de bien démarrer le dossier après. Alors mon coup de cœur, ce sera la poule des Belges, hein, parce qu'il faut pas se voiler la face. On a quand même tiré un groupe assez sympa. Hein, il faut pas. Bon, moi personnellement, ça m'allait hein, comme groupe. Ouais, j'avoue que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, on est encore moins. Il y a encore les Français qui sont encore plus cocus que nous, mais bon, objectivement, on peut pas trop se plaindre de ce groupe-là. Et mon coup de gueule, eh bien, ce sera simplement l'adversaire qu'on touchera, enfin, si on se qualifie en tout cas, qu'on touchera en 8e, parce que bah là, ça fait mal. Hein. Direct, c'est le choc. J'ai l'impression que c'est le choc des qualités, parce que entre une poule, on aura, ce sera sympa, il y aura un bon niveau, mais ce sera jamais non plus infranchissable. Et après les 8e, on va directement se taper soit le Ghana. C'est le Ghana, hein, ouais. Soit le Ghana, soit le Portugal, soit l'Allemagne, bah, ça risque de faire mal. Et j'ai peut-être même peur que les joueurs pensent déjà à ça avant de se qualifier. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule, ma petite peur. Et en dernier, bah, c'est juste un petit pic personnel, c'est Mourinho. Parce qu'en ce moment, même si je le suis de moins en moins, moi, j'arrête pas d'entendre qu'il fait des crasses à des joueurs, des grands joueurs comme Mata ou De Bruyne, enfin surtout Mata en grand joueur pour moi. Je comprends pas comment un gars qui dit connaître le foot comme ça ne les fait pas jouer ou ne les fait pas bien jouer, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait tout pour qu'on l'aime pas quoi. Donc voilà. Ouais, maintenant enfin on peut voir aussi ça d'un autre côté. Chelsea produit pour le moment un des jeux les plus dégueulasses d'Angleterre. Ils sont vraiment à la rue. Enfin, j'ai vu 2 ou 3 de leurs matchs, c'est vraiment des purges. Ouais, c'est clair, c'est des purges. Et ils ont, heureusement qu'ils ont pour le moment, ils ont un très grand Hazard et un très grand Schürrle pour leur sortir un peu la tête de l'eau. Mais en jouant comme des merdes, ils sont à 5 points d'Arsenal qui joue son meilleur foot depuis presque 10 ans. Donc, une fois que la machine va se mettre en route, moi, je reste persuadé qu'en fin de saison, Chelsea sera champion d'Angleterre. Mais est-ce que Mourinho fait pas comme il a fait que l'Inter, où ça avait très bien marché, et Chelsea la première fois, ça a moins marché au Real, c'est de mettre le joueur en difficulté pour qu'il se reprenne. On a vu qu'avec Karim Benzema, par exemple, il lui avait dit qu'il était mauvais et il a fait la meilleure saison de sa vie. Moi, je pensais qu'il allait faire la même chose avec De Bruyne en disant De Bruyne, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais au final, ici, j'ai l'impression. Bah alors, ça veut dire qu'il a vraiment pas le mental, quoi. Et pourtant, Benzema, on peut pas dire que c'est le gars qui a le plus de mental. J'ai l'impression que Chelsea. Moi, je pense que c'est plus avec Mata qu'il est en train de le faire pour le moment. Enfin, Mata commence à rejouer un petit peu, il commence à reposer sur le jeu et je suis sûr que Mourinho comptera sur Mata dans la deuxième partie de saison. Enfin, on va voir ce qui va se passer en janvier, mais s'il le vend pas en janvier, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. C'est pas possible. Il garderait pas un joueur comme ça pour le plaisir. Moi, je pensais la même chose avec De Bruyne, parce que pour moi, De Bruyne, c'est sans doute le diable le plus complet avec, derrière Eden Hazard, il est très technique, très physique. Il a un bon impact des 2 pieds, il défend, il attaque, donc je pense qu'il peut vraiment en faire une machine de guerre. Je suis un peu étonné que ça ne prend pas si rapidement. Ça reste quand même un coach qui a gagné dans les 3 grands championnats, donc je me dis qu'au final, ça va quand même réussir à marcher à un moment donné ou l'autre. Enfin, du moins, j'espère pour Chelsea, parce que ils ont le meilleur milieu de terrain d'Angleterre. Avec tous les joueurs qu'ils ont, c'est pas possible de prendre. Mais ils prennent beaucoup de buts aussi. Peut-être que c'est pas au milieu de terrain qui incombe la faute au final. Ouais, mais pour en revenir à De Bruyne, pour moi, son problème, c'est que ils ont beaucoup de qualité dans les 3 du 4-2-3-1, parce qu'il y a Hazard qui est mine de rien incontournable. Il y a Schürrle qui par ses prestations est un titulaire obligatoire et puis alors il reste une place, mais c'est une place pour Mata, pour De Bruyne, pour Willian. Et il faut pas oublier que Willian il a coûté 35 millions d'euros, hein, les gars. 35 millions, c'est des mecs qui doivent jouer quoi. Ouais, mais ça, Mourinho il a jamais fait ça. J'ai justement dit il s'en fout du prix. Hein. Que tu parles de Schürrle. Mais au départ il a plus de crédit qu'un autre. Mais tu parles de Schürrle, c'est Mourinho qui le voulait d'office. Donc pour moi Schürrle est d'office quasi titulaire assuré, vu que Mourinho a demandé. Mourinho il voulait aussi De Bruyne. Hein. Mourinho voulait De Bruyne, voulait pas le laisser parce que partir, De Bruyne était déjà dans le club. Par contre, Willian, il a sauté sur l'occasion, donc ça vaut 35 millions d'office, il doit le faire jouer. Mais Schürrle, c'est lui qui a été le chercher parce qu'il le voulait dans son équipe, quoi. C'était pas une occasion de racheter et de faire concurrence avec Tottenham, par exemple, quoi. Ouais, non, c'est clair que Schürrle, pour moi, Schürrle et Hazard sont incontournables. Après la 3e place dans l'entrejeu, où il faut pas oublier que Frank Lampard entre aussi en compte pour cette place-là. Je veux dire.
non, il y a quand même du monde, quoi. Ouais. Donc, moi, je crois que De Bruyne, il a fait l'erreur de partir un peu trop tôt. Enfin, il a cru trop tôt et Mourinho lui a peut-être laissé croire en le faisant jouer beaucoup en début de saison, en préparation. Il a commencé le premier match de championnat, il a été meilleur joueur sur le terrain. Donc, ouais, il a sûrement pris confiance avec ça, mais il y avait beaucoup de travail et il a peut-être un peu sous-estimé la différence de niveau entre le Werder et Chelsea. En tout cas, Bah alors justement, attendez, on parlait donc de Bruyne et de sa possibilité de partir. J'ai l'impression que le mercato de janvier va être énorme pas que pour les Belges. Hein. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gros joueurs, qu'on annonce sur la sortie. Est-ce que on parlait aussi donc de Bruyne à l'Atlético de Madrid. Est-ce que vous pensez que c'est un bon club pour lui pour se relancer? Personnellement, je sais pas. Je demande à voir. Je pense que c'est un joueur qui plairait beaucoup à Diego Simeone de par ses qualités, sa grinta et tout. Mais l'Atlético joue dans un système quand même vachement particulier. Il joue dans une sorte de 4-4-2. Enfin, c'est les seuls qui arrivent à faire tourner correctement un 4-4-2 en Europe avec le standard pour faire plaisir à Pierre. T'inquiète, il joue pas bien en 4-4-2 le standard. Donc, Mais enfin voilà, c'est un système dans lequel Simeone demande beaucoup à ses ailiers. Je pense que De Bruyne est capable de le faire sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, il y a Arda Turan qui est incontournable. Mais côté droit, ça dépend. C'est parfois Raúl Garcia, parfois Coquet. Et puis, l'avantage, c'est que De Bruyne n'a pas joué la Ligue des Champions. Donc, il devrait encore pouvoir la jouer. Et l'Atlético va être sur tous les fronts très très loin cette saison. Attention que De Bruyne risque de jouer ce soir. Et pour en revenir à l'Atlético, moi j'ai l'impression que justement, si tu arrives dans une équipe qui gagne tout, regarde Alderweireld cette année qui ne joue pas parce que l'Atlético tourne bien. Et Diego Simeone, il n'a pas l'impression qu'il change beaucoup son équipe. Donc si De Bruyne va et qu'il est nouveau sur le banc, je suis pas sûr que ce serait la meilleure solution pour lui, moi. Ouais, mais encore une fois, si De Bruyne part, je suppose que ce sera pour un achat, ce sera pas un prêt. J'ai l'impression, vu le prix qu'ils vont le payer, ce sera au moins 12 millions, je suppose. Un truc comme ça, je sais pas. Moi, je crois qu'il va retourner en Allemagne. Ouais, franchement, j'en suis quasiment persuadé. Leverkusen serait un bon club pour lui, parce que Dortmund, il y a pas il y a de nouveau Dortmund, ils ont les joueurs qu'il faut. Ce serait très bien pour lui parce que c'est une pure équipe. Mais je pense que Leverkusen, ils sont encore en Champions League, ils auront besoin. Ouais, ils seront en 8e de finale. Hein. Et ils sont derrière le Bayern, c'est la seule équipe qui arrive à suivre la cadence, donc ils auront peut-être besoin de joueurs de la trempe de De Bruyne. Et De Bruyne l'année passée, il connaît le championnat allemand, l'année passée il a bien explosé là-bas, donc moi je le verrais bien. Ouais, le championnat allemand le connaît bien. Hein. Il plaît encore beaucoup là-bas. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Il a une très très bonne réputation. Et c'est pas un hasard que Leverkusen soit encore sur lui. T'as des contacts, des infos, Guillaume? Non, pas spécialement, mais de tout ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est en Allemagne qu'on veut beaucoup de lui, et que lui ne serait certainement pas contre un départ en Allemagne. Ça va se décider apparemment dans la semaine qui vient, d'après ce que j'ai lu ce matin. Il va y avoir une entrevue à Chelsea pour parler de l'avenir de De Bruyne. Moi, je m'inquiète pas de Bruyne. Hein. Je pense que c'est le joueur qui a le meilleur mental, ou un des meilleurs joueurs en équipe professionnelle au niveau du mental. Quand on voit d'où il vient à Genk et quand on voit le chemin qu'il a déjà parcouru, franchement, chapeau pour ce jeune joueur, quoi. Alors aussi en mercato, il y a aussi un autre joueur belge qui risque de partir, et je sais que vous deux, vous l'aimez beaucoup. C'est Radja Nainggolan qui risque de partir à la Juve. On en parlait au PSG hier d'ailleurs aussi. Ouais, non, mais ça... Oui, la rumeur au PSG, en fait, c'est... le PSG est toujours dans sa belle époque Leonardo, hein, donc... Moi, je suis beaucoup le championnat italien, donc c'est la terre d'accueil italienne, hein, le PSG. Ouais, mais c'est une connexion avec l'Italie via Cagliari, évidemment. Donc, ce que j'en ai entendu, c'est que le PSG, en fait, il voudrait faire le forcing pour prendre Paul Pogba dès cet hiver, et devant la Juve qui freine des cas de fer, ils disent bah alors pas de problème, on va prendre Nainggolan. Enfin, c'est un peu la fameuse histoire du plan B avec Steven Defour au Real Madrid, si vous voulez. Ah ouais. Donc on rappelle ça. Donc voilà, je crois que non, le PSG c'est pas une piste envisageable. Par contre, les pistes qui sont très crédibles, c'est la Juve, et encore que avec l'élimination en Ligue des Champions, ça remet peut-être un peu les choses en perspective. Mais l'Inter, très certainement, il faut pas oublier que Nainggolan est d'origine indonésienne. Il a énormément de fans en Indonésie et le nouveau président de l'Inter est un Indonésien. Donc je pense que s'il doit délier les cordons de la bourse pour un milieu de terrain,
il le fera pour Nainggolan, surtout que Mazzarri aime beaucoup Nainggolan, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve assez vite du côté de l'Inter. Mazzarri avait demandé déjà de l'époque de Naples, il y a eu une offre de 14. Déjà à l'époque à Naples. Donc, Mais moi, il me semble qu'il ira plus facilement à l'Inter, comme tu dis, Guillaume, qu'à la Juventus, parce que la Juventus, ils ont 4 joueurs pour le milieu de terrain. Marquisio est même obligé d'aller sur le flanc maintenant, donc je vois mal acheter Nainggolan pour le mettre sur le banc. Tandis que, comme tu dis, à l'Inter, le président est indonésien, il a beaucoup de fans. Le Nainggolan connaît vraiment bien le championnat italien et pourquoi pas se tester dans une meilleure équipe, quoi. Donc moi je pense que l'Inter serait vraiment serait le club qui serait idéal pour lui. Et alors quoi, Ouais, Nainggolan, il partirait, il irait. Mais est-ce que Marc Wilmots le prendrait, vous pensez, s'il part à l'Inter? Ça dépend s'il joue et ça sûr. dépend si ses concurrents jouent. Pour moi, si ses concurrents jouent, il y sera pas parce qu'il a un retard, enfin je veux dire par rapport aux autres. Les autres ont l'avantage d'avoir fait la campagne et Marc Wilmots l'a déjà dit plusieurs fois. Ceux qui ont fait la campagne, s'ils sont en état de jouer la Coupe du Monde, ils joueront la Coupe du Monde. Donc pour moi, Nainggolan part avec un désavantage par rapport à des mecs comme Defour ou Dembélé. Un désavantage qui se justifie pas toujours spécialement sur le terrain, mais qui sera pas comblé, sauf s'il fait 6 mois stratosphériques à l'Inter. Hein. On n'est pas à l'abri de ça évidemment, mais Ouais, bien sûr. bon. Wilmots l'a repris pour 2 matchs. Ici, les matchs amicaux, il l'a même pas fait jouer 1 minute. Donc, pour moi, c'est un signal assez clair, quoi. Enfin, s'il avait voulu lui donner sa chance, il l'aurait déjà fait. En tout cas, il risque de faire partir de la liste des joueurs qui peuvent l'intégrer en cas de ou qui pourrait être la bonne surprise, quoi. Moi, il me semble il est pas dans les 23, mais il est dans les 40, quoi. Ouais, si on mais veut synthétiser. On en reparlera ça après. je dirais même les 30, moi. Mais bon. On en parle maintenant, si vous voulez. On en parle maintenant. Non, mais dans le mercato, on peut aussi, c'est probable. avant peut-être de te parler de ça, il y a aussi Steven Defour que j'ai vu ce matin, moi, qui me fait beaucoup rire. Mais bon. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je le vois vraiment mal aller voir Steven Defour aller jouer en Anderlecht en tant que dans une équipe. Oui, c'est ça. dans une Donc, équipe- rappelle un peu l'histoire. Hein, Steven Defour ne joue que la moitié des matchs à Porto. On apprend ce matin qu'Anderlecht est dessus. Ça a été confirmé, déconfirmé, ceci, cela. J'ai pas l'impression que si Steven Defour doit partir au mois de janvier, il doit partir de Porto pour aller à Anderlecht. Parce qu'Anderlecht est une équipe qui tourne pas. Imagine que le joueur revient en championnat de Belgique, qu'Anderlecht loupe totalement ses playoffs. Tandis qu'à Porto, il est quasi assuré d'être champion ou vice-champion, même s'il ne joue que la moitié des matchs. Donc, moi, si j'étais lui, je ne reviendrais pas en Belgique. Ce qui plus est, il vient du Standard. Enfin, il a d'abord passé par Genk, puis au Standard. Je pense que ça... Enfin, voilà. Ouais, quand même, j'ai l'impression que Defour est quand même très assimilé Standard. Ça me paraît quand même très compliqué qu'il revienne à Anderlecht. Ouais, c'est pas spécialement ça, moi, qui me choque, c'est vraiment ce serait un énorme pas en arrière, quoi. Je veux dire, Defour, il est quand même de mieux en mieux à Porto, même s'il joue toujours pas tous les matchs, mais il prend quand même une certaine dimension par rapport à la saison passée. Le départ de Moutinho, ça lui a libéré pas mal de temps de jeu dans l'entrejeu. Et donc, moi, je vois pas l'intérêt pour lui de revenir à Anderlecht, comme Pierre le dit, dans une équipe qui tourne pas. Il a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, je pense. Surtout que moi, je suis un grand fan de Steven Defour, hein, c'est sans doute un de mes joueurs préférés. J'étais très déçu l'année passée de ses prestations avec l'équipe nationale, parce qu'il faut avouer qu'il ne méritait pas sa place dans le 11 de base. Et depuis 2-3 matchs, parce qu'il rejoue avec Porto, il joue peut-être pas tous les matchs, mais il reprend du rythme, je trouve qu'on retrouve le Steven Defour qui est partout, devant, derrière, à gauche, à droite, qui travaille dans l'ombre, qui n'est pas un Axel Witsel parce qu'il ne sait pas garder un ballon comme lui, mais qui va aller gratter des ballons que peut-être Witsel ne fait pas, et que pour moi il est le complément idéal quand un Defour est en forme avec Witsel, ça fait vraiment un bon entrejeu à deux, je trouve. Oui, enfin pour moi, dans la hiérarchie des milieux de terrain, on a Witsel qui est évidemment un titulaire incontournable, et derrière il y a beaucoup de joueurs pour les 2 autres places, mais actuellement c'est Defour qui est le numéro 2. Enfin, pour moi c'est devenu un titulaire incontournable, vu les derniers matchs qu'il a fait avec l'équipe nationale, devant des Fellaini, des Dembélé ou des Chadli. Donc pour moi il ferait bien de rester à Porto, quoi. Donc voilà. Oui, pas pour partir pour Anderlecht en tout cas. Est-ce qu'on parle également de Chadli? J'avais entendu parler de Chadli porterait partir de Tottenham. Je sais pas si vous savez plus de choses. Moi j'ai rien vu. On sait qu'à Tottenham ils ont quand l'équipe va aussi prendre, quand la sauce va prendre, à mon avis, ça va devenir une équipe de porc. Parce que quand tu vois le milieu de terrain qu'ils ont, mais il me semble que Chadli il a marqué une passe décisive ce week-end, il joue. Il se blesse souvent malheureusement. Je crois que c'est un peu son problème. Sinon, moi je pense qu'il est fait pour le championnat anglais et pour Tottenham. Je vois pas pourquoi il devrait bouger. Ouais, moi non plus. Enfin, je pense qu'il est bien là. Il lui faut un peu le temps pour s'accoutumer. Le championnat anglais est beaucoup plus rugueux que le championnat des Pays-Bas où il y a tellement pas de contact que Björn Vleming sait mettre 20 goals en un an en mettant des coups d'épaule. Donc bon, oui, c'est pas la même
c'est pas le même monde, mais je pense qu'il s'acclimate petit à petit et que c'est certainement pas une bonne solution pour lui de partir. Ok, bah donc c'était une rumeur bidon. Hein. On va laisser ça là, à moins que vous voulez rajouter un truc, sinon on démarre sur le dossier. Non, on est parti. Bah, pour conclure, C'est bon juste pour conclure le mercato, vas-y, je pense que conclue. c'est vraiment c'est qui tout double. Hein. Tu pars et ça va mieux, ou tu pars pas et ça va pas mieux, et voilà quoi. Je pense que les joueurs vont vraiment devoir bien discuter dans les semaines à venir, quoi. C'est vraiment voilà. C'est sur ces belles paroles que nous enchaînons donc sur notre premier dossier. Alors le dossier, on en reparle, on va vous expliquer un peu le principe. Donc on va, à chaque fois qu'on se verra donc sur le podcast, on ne sait pas encore trop si on va être un hebdomadaire, un bi-hebdomadaire, un bimensuel, de toute façon on ne sait pas encore. On va voir si ça vous plaît, on va voir si pour nous on y arrive, on ne sait pas trop. Donc le dossier, ce sera soit de l'actualité, ce sera soit un peu un souvenir, comme par exemple la Coupe du Monde 2002. Un peu comme ça, on pourra discuter d'ici et là pendant une vingtaine de minutes sur un sujet. Toujours avec les chroniqueurs et dans la bonne ambiance, comme maintenant. Alors le premier dossier, ce sera les poules que l'on a eu le droit et la chance de voir la semaine dernière, donc le vendredi dernier. On est assez gâtés, hein, on peut le dire. On est dans le groupe H, où on affrontera alors l'Algérie, la Corée du Sud et la Russie. On sait déjà quand on va les jouer. Donc notre premier match, ce sera le 17 juin à 6h heure belge, donc enfin 18h heure belge. Donc l'Algérie, on sera à Belo Horizonte, dans une région. Alors la région, je sais plus exactement où c'est. C'est au milieu, quoi. C'est plus au milieu. Oui, disons vers le sud-est du Brésil. C'était la voilà. meilleure région niveau climat. Donc c'est surtout, c'est notre plus belle chance au tirage. Plus encore que les adversaires qu'on a. Mais ça, on en reparlera de ça, la météo. Ouais. Alors, Belo Horizonte, le 22 juin, aussi à 18h, nous aurons Belgique-Russie à Rio de Janeiro. Et le 26 juin à 10h, on aura Corée-Belgique. À Sao Paulo. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est merci la FIFA. Comme ça, les étudiants qui devront passer des examens ne rateront pas leur examen le lendemain, grâce à ces horaires qui sont plus ou moins cléments, hein, d'ailleurs, pour l'Europe. Donc ça, c'est vachement cool. Oui, à mon avis, c'est Marc Wilmots qui est ami avec Sepp Blatter et ils ont truqué le tirage en notre faveur. C'est ça, c'est exactement ça. Attention que le tirage a l'air facile, mais au final, il va quand même falloir se démener. Oui, mais écoute, on le dit facile comme ça, mais objectivement, quand on décortique un peu les équipes, on voit que il y a quand même de bonnes équipes, et puis de toute façon, elles sont qualifiées, donc c'est qu'il y a quand même un peu de je niveau. préfère quand même être à notre place qu'à celle de l'Espagne, par exemple, qui prend Pays-Bas et Chili, quoi. On aurait moins Ouais, c'est ça. C'est Mais bon, certain, l'Espagne, mais il faudra se méfier, quoi. Il faudra pas que les Diables se Ouais, disent oui, déjà évidemment. on va jouer en huitième contre le Portugal, quoi. Non, bien sûr. Mais ça risque de le désavantager, je pense. Hein. Ils risqueront d'y penser avant d'être qualifiés. Peut-être que les joueurs, Alors, mais je pense que Wilmots va vite rappeler aux joueurs qu'ils n'ont encore rien prouvé et qu'ils n'ont rien montré. Connaissant un peu Wilmots, il va vite remettre l'église au milieu du village. On est nulle Ouais. part, qui dira. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. quoi. Exactement. Bon, alors, on va démarrer par l'Algérie. Une petite présentation de l'équipe. Je sais pas qui va s'occuper de ça. Guillaume, Pierre. Ouais, c'est moi. Alors oui, bah écoute, les forces et les faiblesses de l'équipe, tu sais un peu nous dire quoi Oui, l'Algérie, à la limite, l'élément le plus célèbre des Algériens, c'est leur coach, Vahid Halilodzic, qui est bien connu pour avoir entraîné notamment le PSG. Entraîneur très connu en France, un sacré bourlingueur, il va avoir fait une bonne vingtaine de clubs. Lui, hein. Ouais. Et donc, il joue dans un 4-2-3-1. En fait, la plupart de nos adversaires jouent dans des variantes de 4-3-3, donc comme un peu la plupart des sélections à l'heure actuelle. Hein. C'est le football moderne, ça. Hein. Ouais. Et les noms les plus saillants de la sélection algérienne, on a Majid Bouguera qui joue en défense centrale, Safir Taider de l'Inter qui joue dans le milieu, qui est un milieu de terrain généreux, mais pas fabuleux non plus. Enfin, il est pas titulaire à part entière à l'Inter, en tout cas. Il y a Sofiane Fegouli de Valence qui joue sur un flanc et qui est peut-être l'élément offensif le plus dangereux, avec le centre-avant Slimani qui joue au Sporting Lisbonne, je pense, et il a vraiment, c'est leur meilleur buteur en éliminatoire et il est vraiment pas mal. C'est un tout jeune attaquant qui se révèle bien cette saison, et ils ont toujours Ishak Belfodil qui joue aussi à l'Inter, enfin qui joue pas en fait à l'Inter, il va partir normalement cet hiver, mais ouais, ils ont un potentiel offensif assez intéressant. Défensivement, coach Vahid a réussi à mettre en place un truc assez solide.
Mais leur meilleur défenseur central, c'est Majid Bouguera, et il joue à l'Equia au Qatar, quoi. Donc c'est pas non plus des terreurs. Et le côté positif du tirage de l'Algérie, c'est qu'on pourra entendre Stéphane Powell dire oh, c'est moi qui ai été chercher la moitié des joueurs, Georges Lekens dire oh, j'ai fait 80% du travail, parce qu'il en a quand même pas fait 90, là il est resté moins longtemps. Et on pourra revoir Momo Daman dans les médias faire un ou deux coups de gueule et essayer de décrocher un transfert à Waasland Beveren, quoi. Ouais. T'as oublié Karim Ziani, il joue toujours en fait, tiens, je me posais la question. Il est pas dans la sélection en tout cas, je sais pas s'il joue toujours. Mais... C'était un peu la star à la Coupe du Monde en 2010 justement. Ouais. Donc voilà. C'est quoi un peu le parcours de l'Algérie pendant cette qualif? Qualif facile au niveau de la phase de groupe. Donc en fait en Afrique il y a des pré-qualifs pour les pays les moins cotés, parce qu'il y a autant de pays qu'en Europe, on s'en rend pas bien compte, mais les qualifs sont très longues. Et puis qualif dans un groupe de 4 équipes, pas trop difficile et sans trop de soucis. Et puis ils arrivent face au Burkina en barrage. Donc en fait il y avait 5 barrages et les vainqueurs allaient à la Coupe du Monde. Ils sont battus 3-2 au Burkina avec un arbitrage pas génial, et ils gagnent avec un arbitrage pas plus génial au match retour 1-0 chez eux, dans une ambiance de folie. Vous avez sûrement vu les images sur internet, il y avait 40 000 personnes qui étaient dans le stade 6 heures avant le coup d'envoi. C'était la folie, quoi. Ouais, c'est des super fans là-bas, ils sont vraiment fous. Ouais, mais franchement ça doit être 3 points, quoi. Je veux dire, c'est notre entrée en matière en Coupe du Monde, les joueurs auront faim, il y aura peut-être un peu de stress, mais si on parvient à marquer rapidement, je crois qu'on va s'en défaire vraiment sans trop de soucis. Surtout que l'Algérie, bon, si je regarde bien, et j'espère ne pas me tromper, c'est seulement 3 participations à la Coupe du Monde. En 82, en 86 et la dernière fois en 2010 en Afrique du Sud, ils ont jamais passé le premier tour, quoi. Donc niveau d'expérience, c'est pas mieux que la Belgique par rapport à l'équipe. Ouais, non. Je ne les vois pas, à part Sofiane Fegouli de Valence qui risque d'être un poison pour Jan Vertonghen s'il se fait enrhumer comme avec Jesus Navas avec Manchester City. Sinon, je les vois pas vraiment faire un gros résultat, quoi. Ouais, non, a priori, la 4e place, elle est pour eux. Enfin, on sait jamais, évidemment, mais je veux dire, ce serait déjà les voir 3e, ce serait une bonne surprise. Pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont quand même pas si mal classés que ça au classement FIFA, quoi. 26e. Oui, pourtant, à la CAN, ils n'ont pas passé le premier tour et ils ont seulement pris un point au tout dernier match contre une Côte d'Ivoire déjà qualifiée. Donc, ça reste vraiment une équipe avec des hauts et des bas, hein, j'ai l'impression, comme tu es en train de dire. Ouais, non, franchement, c'est vraiment des 3 l'adversaire qui me fait largement le moins peur. Ok. Alors la suite, c'est la Corée du Sud. Non, d'abord c'est la Russie, je me trompe. Oui, d'abord la Russie. D'abord, on va rencontrer la Russie donc le 22 juin. Qu'est-ce que vous en pensez de la Russie ? Déjà, on perd jamais contre les Russes, donc ça c'est plutôt positif. Chaque fois qu'on joue contre eux, on gagne. Et, ils se sont même pris un doublé de Romelu Lukaku la dernière fois qu'on a joué contre eux. Donc avec leur super gardien Akinfeev, qui est le plus grand espoir de Football Manager depuis 10 ans, mais qui joue toujours au CSKA à Moscou. Sinon, il est très bon à FIFA Ultimate Team, je suis désolé. Ouais. Si tu parles d'Akinfeev du CSKA Moscou à Football Manager, tu peux aussi parler de Kirsakov, qui est sans doute le joueur le plus surcoté dans FIFA, qui te marque des goals à l'appel aussi. L'attaquant Kirsakov. Ouais, il est méchant, lui. Donc voilà. Ouais. De nouveau. La force des Russes, c'est aussi un peu dans l'entraîneur. Enfin, il y a Fabio Capello, c'est quand même pas n'importe qui. Il sait mettre en place une équipe. Et alors, pour moi, le grand avantage qu'ils ont par rapport à une nation comme la Belgique, c'est que l'ossature de leur équipe, elle est basée dans 2 clubs. Et on voit maintenant la plupart des grandes nations. Enfin, l'Espagne, c'est Real Barça. L'équipe nationale allemande, c'est Dortmund Bayern. L'équipe nationale italienne, c'est la Juve, avec quelques joueurs du Milan. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une grande force. C'est des mecs qui jouent, ils ont des automatismes que les autres n'ont pas, évidemment. Ouais, c'est vraiment leur grosse force. Ils ont un gros collectif, moi, je trouve. Ouais. On peut pas vraiment ressortir un joueur de la sélection. Non, pas vraiment. Enfin, il y a Shirokov qui est dans le milieu de terrain, qui est le meilleur joueur du championnat russe pour le moment, qui joue avec Witsel dans l'entrejeu au Zénith. Mais c'est vrai que c'est pas un méga grand nom, quoi. Je veux dire, en fait, pour schématiser, le secteur défensif de l'équipe, c'est plutôt le CSKA à Moscou. Le secteur offensif, c'est plutôt le Zénith, c'est même quasiment que le Zénith. Et au milieu, on a Denizov, qui est un ancien du Zénith et qui joue maintenant au Dynamo Moscou parce qu'il avait signé à Landzi et puis il s'est barré quand Landzi a foiré. Mais c'est vraiment un gros collectif, ils encaissent pas beaucoup, ils ont encaissé que 5 buts en éliminatoire. Nous, on en a encaissé 4, donc c'est encore mieux, mais
Non, vraiment, c'est plus l'équipe hyper bandante de 2008 avec Arshavin qui driblait 18 joueurs. Tu m'ôtes les mots de la bouche là, Guillaume. Ouais, c'est plus du tout le même style, mais bon, ils ont terminé devant le Portugal en qualif, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une équipe dont il faudra se méfier. C'est, pour moi, pas loin d'être du 50-50, peut-être du 60-40 pour la Belgique, mais... Là où peut-être on a une chance, c'est que de nouveau, quand tu regardes les dernières Coupes du Monde qu'ils font, allez, je reprends 2010, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde, 2006, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde, en 2002, ils n'ont pas passé le premier tour, en 98, ils ne sont pas qualifiés non plus, en 94, premier tour, et en 90, premier tour. Donc ça veut dire que depuis 6 Coupes du Monde, ils ne passent pas le premier tour et ils ne sont pas qualifiés, ça veut dire que c'est quand même pas non plus une équipe qui terrorise qui est en tournoi, hormis leur super tournoi l'année où Arshavin était au top. La Russie n'a quand même jamais fait des grands tournois de foot, quoi. Ouais, et puis ça reste un peu la même équipe que celle de 2012 qui s'est complètement ramassée à l'Euro dans le groupe le plus facile, hein. Enfin, je veux dire, ils ont pas su sortir dans un groupe avec les Polonais, les Tchèques et les Grecs. À un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Donc, mais je pense que Capello leur a apporté quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et au niveau du combat tactique, Capello contre Wilmots, on est loin de gagner d'avance, comme dirait Enzo Schifo. Mais non, franchement, ça va être un match difficile, tactiquement. Mais on doit passer. Il faut faire attention à leur défense. Hein. Ils ont quand même encaissé que 5 buts durant les qualifs. C'est quand même, et pourtant, ils jouent avec Inasevic, qui est encore plus lent que Per Mertesacker pour les fans d'Arsenal. Et Berezutski qui est quand même pas un terrible joueur non plus, donc la défense centrale est pas géniale, mais c'est vraiment une bonne organisation. Ça va être difficile de les bouger, j'ai l'impression, dans l'ensemble, quoi. Non, oui, ce sera pas un match pour Lukaku par exemple, parce que ça va défendre bas, ça va défendre solide, il y aura pas d'espace, donc il faudra sans doute un grand Benteke et un Hazard à son meilleur niveau pour pouvoir faire la différence et créer des surnombres. Parce que c'est ça qu'il va nous falloir. Il va falloir créer un maximum de 2 contre 1 pour déséquilibrer leur défense. Et donc il faudra de la percussion sur les flancs, voire dans l'axe avec Hazard. Je pense qu'il faudra un Hazard à son meilleur niveau pour briller dans un match comme ça. Et Dries Mertens, non ? Il est bon aussi, lui. Ouais, si, ça peut amener du déséquilibre. Il est toujours intéressant, Mertens, à ce niveau-là. Moi, ce que je lui reproche toujours un peu, c'est que quand il est aux abords du rectangle, il fait systématiquement le mauvais choix. Quand il doit centrer, il shot. Quand il doit dribbler, il centre. Donc, il est pas très juste, mais il est en train d'avoir beaucoup plus de constance avec Nable. Donc, franchement, ça devient un joueur plus constant et plus consistant. Et donc ça peut devenir un titulaire potentiel. Mais moi je vois plus un Miralas par exemple qui sait beaucoup bouger autour d'un attaquant de pointe et qui sait créer de l'espace entre les lignes. C'est surtout ça qu'il nous faudra. Surtout que Miralas est en train de bien exploser cette année à Everton. Bon, l'année passée j'ai fait une top saison, mais moi je trouve qu'il devrait recevoir plus sa chance. Peut-être si un Kevin De Bruyne joue moins, Miralas pourrait apporter énormément sur son flanc comme il est en train de le faire. Ok, c'est tout pour la Russie, ça va ? Ouais. Alors le dernier match ce sera contre la Corée du Sud, nos amis de la Corée du Sud, le 26 juin à 22h à Sao Paulo, comme j'avais déjà dit. Alors la Corée du Sud, les autres Diables Rouges, est-ce que vous avez peur de cette équipe ? Quand on regarde la compote des Coréens, à la base, on voit qu'il y a des mecs qui s'appellent Lee, des mecs qui s'appellent Kim et des mecs qui s'appellent Park. Et on connaît vaguement Park Chu-young qui joue jamais à Arsenal. On connaît vaguement aussi Son, qui commence à se faire connaître de plus en plus. À connaître, mais... il a quand même marqué contre Dortmund ce week-end le but de la victoire avec le Bayer Leverkusen. Il a été transféré là pour 12 millions. Leverkusen met rarement 12 millions pour des pingouins, donc c'est vraiment un très bon joueur, très percutant. Et cette équipe coréenne, moi franchement j'avoue qu'elle me fait peur parce que c'est jamais des mecs faciles à jouer. On a vu contre le Japon qu'on a bien galéré. Ça va courir partout, ça va courir tout le temps, ça va être dans les pieds, ça va faire circuler le ballon très vite, donc pour peu qu'on doive jouer avec un Van Buiten derrière, il va encore se défaire 3 fois les hanches. Donc ça va pas être facile. Donc niveau de la mise en place, eux sont plutôt sur un 4-4-1-1 vraiment, avec normalement Park Chu-young en pointe, mais s'il continue à pas jouer, ce sera sans lui. Et ils ont un certain, j'ai noté son nom parce que je vous avoue qu'il a un Lee Keun-ho, que vous ne connaissez certainement pas, moi je le connaissais pas non plus. Il joue au pays, très donc en Corée, comme la plupart des joueurs de l'équipe. Et il bouge vraiment bien dans les intervalles, il a un bon jeu de tête malgré qu'il soit pas très grand. Et moi je crois que cette équipe a le potentiel pour nous emmerder en fait. Parce que ils sont quand même sur la pente ascendante. C'est un peu l'ossature de l'équipe qui a été chercher la médaille de bronze aux Jeux Olympiques.
l'année passée. Donc c'est quand même une belle référence parce que ils avaient vraiment pas été ridicules jusqu'au bout. Et ouais, leur entraîneur, c'est Hong Myung-bo, qui était le meneur de la Corée, la Grande Corée de 2002. Bon, ici, ils auront plus l'arbitrage avec eux, à mon avis. Ils auront plus, comme contre l'Espagne ou comme contre l'Italie, les arbitres qui leur feront des cadeaux les yeux fermés. Mais ça reste une équipe toujours difficile à jouer. Faut pas oublier qu'ils avaient la Grèce et le Nigeria en 2010 dans leur groupe avec l'Argentine et ils en sont sortis deuxième. Donc pour eux, l'objectif, c'est le huitième. Tu dis huitième. ça, mais leur parcours en qualif n'avait pas été exceptionnel non plus. Ils ont quand même fini derrière l'Iran. Ouais, ils ont fini derrière l'Iran, mais ils étaient mal partis. Et depuis qu'ils ont leur nouveau coach, ça va beaucoup mieux. Ils ont quand même battu la Suisse en amical, si je me trompe pas. Donc les Suisses, c'est quand même une belle référence. Maintenant la Suisse. Hein. Ouais, donc franchement, moi cette équipe, elle me fait un peu peur. Je dois bien l'avouer parce que. Pour rajouter à ce que tu dis, Guillaume, je pense que oui, elle nous fait peur parce qu'on a eu le Japon, mais je pense que si dans le combat physique, on peut être meilleur qu'eux, donc à nous de mettre cette intensité technique qu'on risque d'avoir moins qu'eux, de le mettre dans le physique, quoi. Et donc de mettre des gens là, un Defour, un Fellaini, vont avoir du boulot à faire et vont devoir aller au charbon, quoi, comme on dit, mettre le pied et peut-être, oui. Ouais, moi c'est un match franchement où je mettrais Fellaini en soutien d'attaque à la limite. Avec un Lukaku pour déménager, quoi. Pour revenir on pourrait déjà être qualifié aussi. On peut faire attention à ça. Ouais, c'est vrai, c'est possible aussi. Ouais, c'est peut-être bien pour nous que ce soit le dernier match alors finalement à vous entendre. Non. Ouais, oui et non, ça dépend ce qui se passe dans les deux premiers. Moi je veux dire, la Corée, quand tu vois le classement qu'ils ont, l'équipe, on doit les battre. Maintenant, voilà, à nous de voir. Les Asiatiques ont un jeu très technique et peut-être qu'il nous convient moins bien, comme on l'a vu contre le Japon. Mais bon, chose intéressante, pour revenir à tous tes noms, Guillaume, ici j'ai sous mon nez le 11 de base de Footmag aujourd'hui. Et il y a exactement 4 Kim dans l'équipe et 3 Lee. C'est marrant parce que les 3 Lee jouent dans le milieu et les 4 Kim, il y en a 3 dans la défense. Au moins, on peut dire que Rodrigo Benkens aura plus de facilité pour dire les noms à la Coupe du Monde et pendant la retransmission des matchs, quoi. Et ça, c'est bien. Je dois t'avouer que je me rappelle, il y a 4 ans, à la Coupe du Monde Afrique du Sud, le commentateur qui n'arrivait pas qui d'ailleurs avait décidé d'appeler les joueurs coréens par leur numéro et pas par leur nom. Donc j'espère que cette fois-ci, le présentateur prépare un peu mieux ses papiers, mais j'avoue que c'est sans doute la plus grosse difficulté de l'équipe. Oui, Rodrigo ne fera jamais ça. Lui, il dira tous les noms. Il dira problème. même leur ville de naissance, je crois. Donc voilà, sinon, si tu regardes de nouveau en l'historique, ben voilà, ils ont fait un 8e en 2010. Sinon, hormis leur 4e place, c'est chaque fois dans les poules, quoi. Donc ils sont qualifiés chaque fois depuis 86, ils sont chaque fois à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une équipe qui connaît et qui sait ce que c'est la Coupe du Monde. Ouais, mais c'est ce que je disais. Pour eux, ils doivent passer en 8e. Et ils sont contents du tirage parce que c'est certainement pas un tirage défavorable par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir. C'est ça, ouais. Et ça, pour clair. moi, franchement, c'est le match le plus difficile du groupe parce que les Russes, la Russie, pour moi, c'est un peu la Belgique mais en moins forte au niveau de l'organisation du système. C'est un peu le même style mais en moins bon. Donc j'ai moins peur des Russes que des Coréens qui pour moi vont passer avec nous. Et alors, on va jouer au jeu des pronostics maintenant. Donc, qui est premier, qui est deuxième de notre poule, selon vous? Tu l'as déjà dit, toi, Guillaume, vas-y, répète-le. Premier, la Belgique, soyons optimistes, et deuxième, les Coréens, et puis les Russes et l'Algérie. Ok. Écoute, et Pierre? Moi, je vais voter comme Guillaume. On va être un peu chauvin. Les Belges doivent finir premier parce que de toute façon, on éviterait l'Allemagne comme ça. Enfin, je crois que c'est le candidat à éviter pour les huitièmes de finale. Et puis, la Corée et la Russie et l'Algérie, quoi. C'est vrai que cette première place va être très importante pour la suite. Parce que, comme vous dites, on risque d'avoir l'Allemagne. On pense que l'Allemagne va être première de son groupe, puis deuxième Portugal, peut-être, ou le Ghana. Donc ça va quand même être déjà dans les têtes des joueurs, vous ne pensez pas ça? Ouais, mais de toute façon, qu'on prenne l'Allemagne ou le Portugal, je veux dire, ce sera un match difficile. Sûr que je pense que c'est quand même. Ce sera plus facile de jouer le Portugal que l'Allemagne, moi, il me semble, mais bon. Ouais, moi j'ai l'impression aussi. Si on met 4 joueurs sur Ronaldo, ça fait déjà beaucoup moins à l'équipe. Ouais, mais je sais pas, je crois que vu le Ronaldo de cette année-ci, qui est en train de monter en puissance match après match, moi franchement le Portugal me fait plus peur que l'Allemagne, parce que l'Allemagne avec Joachim Löw, c'est plus la même machine qu'avant. Enfin, j'ai l'impression
ils sont capables de flancher à un moment parce que ils sont plus dans une optique de beau jeu que de résultats dégueulasses, quoi. Ils ont des joueurs de ballon, quoi. Enfin, ils ont des Özil, ils ont des Schürrle. Bon, c'est des terribles joueurs, hein, mais ils sont plus dans une optique de jouer au ballon, ce qui leur a pour moi coûté la finale au dernier Euro, parce qu'ils se sont fait rouler par les Italiens qui les ont pris parce qu'ils étaient trop naïfs. Et tandis que les Portugais, on les a vus au dernier Euro, l'Espagne a dû aller au péno, hein, pour les sortir. Donc c'est quand même pas, ils sont pas là pour déconner. Je suis quoi. d'accord avec toi, Ils sont solides derrière. Il y a Ronaldo devant qui est monstrueux, et les autres, bon, je veux dire, des Moutinho et compagnie, c'est pas des manchots, quoi. Ouais, mais quand tu sais que l'Allemagne en Coupe du Monde, c'est quand même du costaud, et j'ai l'impression que la génération commence à arriver tout doucement à maturité. C'est un peu que moi, l'Allemagne me fait penser un peu à l'Espagne il y a 6 ans à l'Euro, quoi. L'Allemagne arrive, Ouais. leurs joueurs techniques sont en maturité, leurs gros joueurs qui commencent à être vieux, les Schweinsteiger et tout ça sont là. Et donc, il me semble que l'Allemagne pour moi, c'est un candidat en demi-finale d'office, comme chaque fois. Ouais. Les huitièmes, c'est un peu trop tôt pour les prendre. Je crois qu'ils seront plus fébriles à partir des quarts, voire des demi. Mais c'est vrai qu'en huitième, de toute façon, aucun des deux matchs ne sera, pour moi, on partira favori dans aucun des deux matchs, de toute façon. Ah, ça, c'est certain, Ce qui peut peut-être être notre force, entre guillemets. Ouais. Et ça, ce sera des matchs pour Lukaku. Surtout contre l'Allemagne. Contre le Portugal, peut-être moins, parce qu'ils vont rester organisés derrière. Mais contre l'Allemagne, ce serait un match pour Lukaku. Ok. Alors, autre chose que nos adversaires, en fait, on a aussi un élément assez important, c'est la température. Enfin, c'est ce que pas mal de gens disent. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment avoir un effet important sur les joueurs? Surtout pour nous, hein. Bah, moi, je pense, il y a une stat qu'il suffit de regarder, c'est qu'en Amérique du Sud, les Européens ont jamais gagné. Donc, à partir de là, on sait que le climat joue un rôle important, parce que ça peut être que ça. Et oui, Et comme on avait déjà dit, on est assez, enfin, le tirage est assez clément pour nous. ouais, là, à ce Température. niveau-là, on a le meilleur tirage. C'est ça, le groupe H, c'était le mieux au niveau des déplacements et du climat. Et donc là, on est vraiment bien tombé. Après, le groupe G, c'était le pire. Ça, il faut pas oublier. Donc, l'Allemagne ou le Portugal, ils vont prendre des différences de température de 10 degrés d'un match à l'autre. Ils vont prendre... ouais, ça va pas être facile pour eux, parce qu'ils vont aller Ça va jouer... peut-être les épuiser, en fait, alors. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. C'est un avantage qu'on aura si on passe sur notre adversaire en huitième, c'est que nous, on aura fait moins de déplacements et on sera resté dans le même climat. Et en huitième, on sera normalement dans le sud aussi, donc dans des climats à peu près semblables. Et ça pourrait jouer en notre faveur, parce que imagine maintenant tu vas jouer 2 matchs dans le nord où tu es en chaleur tropicale, tu prends des 40 degrés, et puis tu te retrouves dans le sud où il en fait 25 ou 20. C'est pas du tout la même histoire, quoi. Donc, c'est ça. D'ailleurs, Wilmos, la première chose qu'il a dit, moi je m'en fous des équipes que j'ai, ce que je veux, c'est mon groupe, enfin le groupe est le plus important, quoi. Il a directement dit, j'ai le groupe que je voulais, enfin je voulais être dans la poule H, j'ai ce que je voulais. Maintenant, après, les équipes qui sont dedans, c'est moins important. Donc, comme quoi, c'était même le point le plus essentiel pour Marc Wilmots, c'était de ne pas avoir trop de déplacements. Oui, Ok. il continue à avoir une chance incroyable, Marc Wilmots. Même les tirages au sort sont avec lui maintenant. Faut faire attention à la femme de Wilmot, j'ai l'impression. Alors aussi, dernier point à mettre dans ce petit dossier. On est, donc comme on l'a déjà dit, groupe H, les derniers à entrer en compétition. J'avais entendu parler Ben Kens dire qu'il fallait arriver plus tard dans la compétition que les autres équipes. Est-ce que vous pensez c'est vraiment ça? Ça va permettre de pouvoir Oui. jouer des matchs amicaux vraiment quasi jusqu'à la date limite du début de la Coupe du Monde. Donc peut-être de faire de mettre un match en plus. Et ça va surtout... Ouais, mais ils vont jouer avec contre qui les matchs amicaux? Il y a pas mal de sparring partners qui vont pouvoir nous aider. Hein. On sait jamais. Pour ça, je fais confiance à Wilmos de nous trouver des équipes de ce côté-là. Et on va pouvoir arriver plus frais aussi et de devoir jouer des matchs plus régulièrement. Non, c'est pas mal non plus. Je suis d'accord avec Rodrigo Benkens. Moi. Mais vous pensez pas que c'est important aussi de s'adapter, de prendre le plus de temps pour s'adapter au climat, justement? Je me dis que Oui, si, arrivant mais ça, plus tôt. franchement, tout est en notre faveur dans ce truc. À part, on aura moins de jours de récupération. Mais franchement, en fin de saison, avoir 2 ou 3 jours de récupération, c'est une Coupe du Monde, quoi. Je pense pas que les mecs, ils vont donner leur vie de toute façon. Donc, moi, ça me semble pas être un problème. C'est pas un désavantage en tout cas, et certainement pas avec le climat qui joue à notre avantage grâce à ça. Ok. Autre chose à ajouter sur le Non. dossier? Non, c'est bien comme ça. Ok. Et ben alors on va passer à la dernière partie de ce podcast, qui est
sobrement intitulé La vie du site. Donc dans cette partie, à chaque podcast, on reviendra un peu sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on va faire sur le site, sur nos projets. Voilà, comme ça vous êtes un peu tenu au courant de ce qui nous trotte dans la tête et de ce que vous risquez de voir apparaître prochainement ou un peu moins prochainement sur le site web. Alors on va démarrer, je sais que Pierre, donc on avait teasé au départ, au début du podcast, son sujet sur NN, je tease en plus, donc je dis le nom. Vas-y, continue ton sujet sur NN. Bon, en fait, voilà, vous savez tous que Bidiable, et moi en particulier, j'ai un journaliste qui aime beaucoup les jeunes joueurs qui commencent à percer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été voir les U21 et que maintenant on continue à voir les U19, les U18, les U16. Donc on va continuer à vous donner des portraits de jeunes joueurs que parfois vous connaissez et que vous connaissez moins, comme on suppose David Hennen, qui est connu parce qu'il a été dans les médias ici début septembre. Donc voilà, il y a encore des articles qui vont, encore des diables et qui vont apparaître dans les articles parce qu'ils affolent l'Europe. Moi j'ai l'impression qu'on a une génération dorée, mais que la suivante n'est pas plus mal non plus. Bon, cette année, on a déjà entendu parler de Yuri Tillmans, que je ne connaissais pas du tout, qui est un très très beau joueur. On a des subscribers de Genk et des Julien Dessart qui commencent à exploser. Mais bon voilà, donc mon petit coup de cœur que vous allez bientôt voir apparaître sur le site, c'est David Hennen, donc ancien joueur du Standard, qui est parti en direct le jour de ses 16 ans et qui cette année est prêté à Monaco avec apparemment une option d'achat de 4 millions d'euros. Donc voilà, j'ai été le rencontrer, un très chouette joueur. Le seul petit hic, c'est qu'il bouge beaucoup de clubs, donc je me pose la question de savoir pourquoi. Mais sinon, vraiment top. Capitaine en U18, okay, donc Verion lui fait confiance. Peut-être il est un peu turbulent, mais c'est ce qui va faire son charme, parce que voilà, pour vous lancer l'interview, il se voit déjà dans un grand club dans 10 ans, donc il en a dans les pieds, il en a dans la tête, il sait ce qu'il veut, et je pense que ça va être une de ses forces. C'est bien, ne raconte pas tout, tu nous diras tout ça dans ton article, donc on attend, tu sais plus ou moins quand il va sortir A priori, je devrais être là samedi, je vous ferai découvrir ce petit joueur que j'affectionne depuis 2 ans, et que j'ai vraiment été mon petit coup de cœur de ce dernier mois, quoi. Ok, et alors Guillaume, toi, tu prépares un article sur Lukaku. Oui, parce que... on nous a beaucoup reproché de flinguer du Lukaku sur Bidiable. C'est vrai que, malheureusement pour lui, ses prestations chez les Diables sont pas à la hauteur de ce qu'il fait en club. Et on est un peu taquin, c'est vrai. On est un peu taquin. Et ça commençait vraiment à me poser question. Enfin, je me disais, comment est-ce possible que ce mec, qui met maintenant... il a mis 25 goals en Angleterre depuis qu'il est arrivé. Et chez les Diables, une fois qu'on joue contre une équipe avec un soupçon d'organisation, il n'en touche pas une. Donc je me suis lancé dans une analyse de tous les buts qu'il a mis en Angleterre, comment il a marqué. On se rend compte qu'il marque aussi bien du gauche que du droit. Il a mis sur ses 25 goals, il en a mis 10 du gauche et 9 du droit. Le reste de la tête. Et non, franchement, le mec, il est hyper complet devant le but. Mais il y a quelque part où ça coince. Et donc je vous proposerai de découvrir ça dans la semaine, logiquement, avec donc une analyse détaillée de ses buts en Première Ligue et chez les Diables, et une analyse de pourquoi ça marche pas chez nous, tout simplement. Ok. Eh bien, et aussi la dernière chose dont on voudrait vous parler, c'est Bidiable risque de dépasser les frontières pour la Coupe du Monde. Donc, oui, parce que pour la Coupe du Monde qui s'annonce fatalement, on va vous présenter nos adversaires en long, en large et en travers. Et, vous allez en bouffer. Ah oui, clairement, on va bouffer du coréen, de l'algérien et du russe. Hein. Et donc, pour éviter de faire ce que tous les médias vont faire, à savoir une interview de Momo Daman pour l'Algérie, une d'Axel Witsel pour la Russie ou de Nicolas Lombard, ça dépend. Et pour la Corée, ouais. Une de Ki Yoon-seol, l'ancien joueur d'Anderlecht que personne n'a oublié. Eh ben, on va passer les frontières, on va aller voir du côté de l'Allemagne, des Pays-Bas, voir de la France, rencontrer des internationaux actuels ou des anciens internationaux. Et toujours chercher des mecs qui pourront nous parler de ces équipes pour qu'au départ de la Coupe du Monde, elles aient absolument plus aucun secret pour vous. Super. Eh bien, il me reste alors maintenant à tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous écouteront encore plus tard, de vous remercier d'être restés pendant les
Je ne sais pas combien de minutes ont duré ce podcast. 54 exactement, comme ça tu as... 54 minutes, voilà, 54 minutes de pur bonheur, de pur football, de pur bidiable. Donc on vous remercie vraiment d'avoir écouté. On attend vos feedbacks, vos retours sur Facebook, sur la page du podcast, etc. Voir si ça vous a plu. Savoir si vous préférez plus court, plus long, si vous aimez vraiment, est-ce qu'on devrait en faire plus souvent ou moins souvent. Si vous n'aimez pas nos voix, dites-le nous aussi. Bon, ça on peut pas trop changer quelque chose, mais on fera, voilà. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Non.